L'objectif de cette réunion à Poissy, aujourd'hui, c'est de présenter les résultats des études bruit telles qu'elles ont été faites sur la section entre HR et Clairières de Verneuil. Cette réunion s'inscrit dans la concertation qui fait suite au débat public que nous avons eu l'an dernier, pour lequel nous avons eu un atelier bruit, pour lequel nous avons bien pu voir la difficulté, la complexité de la réglementation. Elle se conclura par une réunion publique qui aura lieu en septembre à Nanterre, où nous présenterons l'ensemble de l'étude bruit. Donc ce sont des étapes indispensables sur un dossier particulièrement sensible, parce qu'il concerne non pas uniquement les effets d'éole, mais également l'évaluation de ce qu'est le bruit aujourd'hui sans éole. RFF est chargé des projets d'investissement, donc les projets ferroviaires. Et dans ce cadre-là, on est amené à traiter les problématiques d'acoustique. Et puis parallèlement à ça, il y a des points noirs bruit existants sur le réseau qu'on doit traiter également. Donc voilà, c'est pour mettre en parallèle les deux sujets. La résorption des points noirs bruit existants et le traitement de l'impact acoustique du projet. Donc nous développons les études de bruit qui consistent à savoir comment mettre en place des protections et chez qui mettre en place ces protections et quel type de protection mettre en place le long du projet. Donc ça sous-entend énormément de calculs, de la métrologie et de la concertation avec les gens. Donc aujourd'hui, on va présenter aux gens l'état où sont les études, qui sont nécessairement très volumineuses, où en sont les études de bruit. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous faire une présentation en fait générale de la problématique des vibrations, puisqu'en fait, à ma connaissance sur ce tracé, il n'y a pas eu d'études spécifiques des vibrations, et je pense qu'à l'issue de cette présentation, vous aurez plus d'idées pour comprendre pourquoi on ne fait pas d'études systématiques des vibrations, notamment sur un projet qui concerne une infrastructure existante. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'une vibration? On va faire d'abord un peu de physique. Une vibration, c'est défini comme le mouvement d'un corps autour de sa position d'équilibre en fonction du temps. C'est-à-dire que vous avez un corps qui est au repos, il reçoit une sollicitation, il se met à bouger et puis progressivement il revient à l'équilibre. Donc quand on parle de vibration, on est dans le domaine de la déformation où on revient à sa position d'équilibre. On n'est pas dans le domaine où on va avoir un déplacement permanent et résiduel de l'élément qui a vibré. Alors cette vibration, on l'a définie par trois éléments: sa durée, donc le temps qu'on exprime en secondes, son amplitude, sachant qu'en vibration on mesure des vitesses de vibration, donc on exprime ces amplitudes en millimètres par seconde, et puis un troisième facteur qui est très important dans le domaine des vibrations, c'est la fréquence du signal, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde. Alors vous voyez des choses qui ressemblent un peu à l'acoustique. J'aurais tendance à dire que c'est normal. En fait, l'acoustique, en tant que, je dirais, personne qui travaille dans le domaine de vibration, je dirais que l'acoustique, c'est une partie des vibrations, puisqu'en fait, c'est les vibrations qui se propagent dans l'air, sachant que là, on va parler des vibrations qui se propagent dans tous les corps solides, donc dans le sol, mais dans les planchers, dans les murs des maisons, jusque sur la table ou sur la chaise où vous êtes assis. Alors, je vous ai dit que les fréquences étaient très importantes, c'est comme en acoustique. En acoustique, vous avez des infrasons, c'est des sons qui sont tellement graves que vous ne les entendez pas, les fréquences sont inférieures à 20 Hz. Vous avez des sons audibles entre 20 et 20 000 Hz, et puis vous avez des sons inaudibles, des ultrasons au-dessus de 20 000 Hz. Plus la fréquence est élevée sur un son, plus il est aigu. En vibration, j'aurais tendance à dire que c'est un peu la même chose. Vous avez des effets des vibrations qui vont dépendre de la fréquence d'émission de la source. Donc si on part des sources à plus haute fréquence qu'on connaisse aujourd'hui, c'est des fréquences supérieures à 300 Hz. Le type, c'est les polisseuses ou les ébardeuses. C'est des vibrations qui n'ont des effets qu'à très courte distance. Entre 100 et 300 Hz, l'exemple typique, c'est une meuleuse ou les foreuses à rotopercussion qu'on utilise sur les chantiers pour faire des forages. Les effets de ces vibrations sont très faibles à courte distance. Pour des vibrations dont les fréquences seront entre 50 et 100 Hz, là on commence à rentrer dans le domaine des circulations ferroviaires à courte distance.
le fameux contact roue-rail et la fameuse roue qui est presque carrée. Nous, on dit des roues à facettes, on ne dit pas tout à fait carré. Mais on a le même problème pour les vibrations transmises dans le sol que pour le bruit qui est une vibration transmise dans l'air. On a des composantes à haute fréquence qui sont émises, et ces composantes donc, se situent entre 50 et 100 Hz. C'est également l'émission des brises-roches. Donc les effets de ces vibrations sont faibles, avec un risque de dommage tout de même aux structures à courte distance et de gêne sur quelques mètres de la ligne. Et puis ainsi, quand on descend en fréquence, on va rencontrer les tirs de mine, les compacteurs vibrants, où on se situe sur des fréquences de 5 à 50 Hz. Là, la distance à laquelle on doit se préoccuper, c'est quelques dizaines de mètres, et là on va trouver les circulations ferroviaires lointaines, parce qu'en fait la signature d'une circulation ferroviaire à proximité immédiate de la voie et à grande distance de la voie, mais n'est pas tout à fait la même. Le terrain filtre très rapidement les hautes fréquences, et à grande distance de la voie, il ne reste plus que les composantes à basse fréquence. Et puis, quand on descend encore, inférieur à 1 Hz, on va trouver les séismes, où là, on se préoccupe, je dirais, déjà plus de la gêne, on ne se préoccupe plus que du risque de dommage, et les séismes sont capables de propager des vibrations sur plusieurs kilomètres, mais parce que leurs fréquences sont inférieures à 1 Hz, voire même souvent proches de 0,1 Hz. Alors là, je vous ai parlé des fréquences d'émission. Alors, pourquoi ces vibrations, plus elles sont à basse fréquence, plus elles se propagent? Parce qu'il faut voir maintenant la notion des fréquences du côté du récepteur, c'est-à-dire de la personne ou du sol ou de la maison par laquelle ces vibrations vont se propager. Donc en fait, cette notion de fréquence propre est fondamentale. En fait, tout corps physique se caractérise par ses fréquences propres qui correspondent à ses fréquences naturelles de vibration. Alors typiquement, la fréquence propre, elle est célèbre pour les ponts. L'histoire veut que des soldats ne marchent pas au pas sur un pont, parce qu'un jour, en marchant au pas sur un pont, le pont est tombé. Simplement parce que le rythme des pas des soldats était à la fréquence propre de l'ouvrage, et l'ouvrage a amplifié la vibration et s'est trouvé détruit sous l'effet de ce phénomène de résonance. Je pense que vous avez tous connu ça dans vos voitures aussi. Si vous avez un problème d'équilibrage sur une roue, vous allez rouler avec votre voiture jusqu'à 95 km/h, votre voiture se comporte normalement. Entre 95 et 97 km/h, le volant se met à trembler, et puis quand vous dépassez 100 km/h, le volant ne vibre plus. Simplement parce que sur cette fourchette où le volant vibre, vous êtes à la fréquence de résonance de votre colonne de direction et vous sentez la voiture vibrer. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque corps va avoir une réaction vis-à-vis des vibrations qui va dépendre de ses régimes propres de vibration. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait déjà ces fréquences propres dépendent du volume, de la masse et de l'élasticité d'un corps. Plus un corps est petit, plus sa fréquence propre est élevée. Plus un corps est de grande dimension et de grand poids, plus sa fréquence propre va être basse. Donc pour une construction, les fréquences varient grosso modo de 5 Hz pour les planchers en bois, les grands murs porteurs, à quelques dizaines de Hz pour les cloisons légères, les meubles ou les objets suspendus. Le disque dur de votre ordinateur, il a une fréquence propre qui est au voisinage de 150 Hz. Donc un disque dur d'ordinateur, c'est sensible à des vibrations, mais à très haute fréquence. Alors, lorsqu'une vibration atteint un corps, en réalité, cette vibration elle est atténuée pour les fréquences supérieures à sa fréquence propre, elle est amplifiée pour les fréquences proches de la fréquence propre, et elle est transmise pour les fréquences inférieures à la fréquence propre. Et quand on a dit ça, on a grosso modo posé la problématique de la propagation des vibrations. Le seul problème, c'est que quand des vibrations se propagent, elles se propagent dans un sol qui est hétérogène. Chaque couche du sol a ses propres fréquences propres, donc vont se comporter comme un filtre. Ensuite, elles vont arriver sur une construction. Vous allez avoir la fréquence propre des murs porteurs, la fréquence propre des planchers, la fréquence propre de la chaise dans laquelle vous êtes assis. Ce qui fait qu'en fait, une vibration, c'est pas quelque chose qu'on peut caractériser au niveau de l'ensemble d'une structure. On sait mesurer une vibration sur un point d'une structure, et puis si on déplace le capteur, on va trouver un niveau de vibration différent et une constitution différente de ce signal vibratoire avec des fréquences différentes. Alors ça, c'est des généralités sur les vibrations. Bien sûr, elles s'appliquent aux vibrations ferroviaires. Donc si on vient sur l'origine des vibrations, on va retrouver le train, la vitesse, sa vitesse. Donc plus le train roule vite, plus il va générer un niveau important de vibration. Sa masse, plus il est lourd, plus il va générer des vibrations, l'état de ses suspensions et les roues carrées. C'est exactement le même problème. Donc en fait, ce que nous on appelle des faux ronds de roue, la roue qui a un défaut qui n'est pas tout à fait ronde, est en fait une imperfection du contact roue-rail. La roue ne glisse pas sur rail, en réalité elle rebondit sur le rail avec toutes ses aspérités. La deuxième source de vibration qu'il faut analyser, c'est le contact roue-rail. Donc en fait, là c'est l'état du rail par rapport à l'état de la roue.
puis en plus, après cette vibration, donc elle va se transmettre. Alors pour l'acoustique, on s'arrête là, et le bruit est émis dans l'air. Pour les vibrations, cette vibration, elle va être transmise à la voix, donc par l'intermédiaire du rail, des traverses et du ballast. Le ballast est fondamental en vibration, puisqu'en fait, c'est lui qui atténue la majorité des vibrations qui sont émises par la ligne. Et puis enfin, ces vibrations vont passer du ballast au sol support qui est sous la plateforme. Donc là aussi, en dépendant des caractéristiques de fréquence propre de chacun de ces éléments. Donc ensuite, ces vibrations quittent, je dirais, le domaine ferroviaire pour rentrer dans le domaine public. Alors elles y rentrent en se propageant d'abord dans le sol et à la surface du sol. Alors là, encore une fois, on sait faire des modèles de propagation dans l'air pour le bruit, parce que, bon an, mal an, l'air à Marseille est à peu près le même qu'à Paris et à peu près le même qu'à Strasbourg. En matière de vibration, chaque type de sol va avoir sa propre réponse aux vibrations, et chaque, je dirais, assemblage de couches de sol différents va avoir sa propre réaction aux vibrations. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de faire des modèles et de la modélisation des vibrations comme on est capable de faire de la modélisation d'acoustique, simplement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas traiter la complexité des propagations dans le sol support. Et puis on ne connaît pas toujours le sol support, puisqu'en fait, on fait des études géotechniques sous la voie ferrée. Par contre, les vibrations, elles se propagent en dehors de la zone où on a fait les études, et on ne connaît pas forcément la nature du sol où ces vibrations vont se propager. Alors ce qu'il faut retenir sur ces propagations dans le sol, c'est que grosso modo, les vibrations, ça passe très bien d'un élément rigide à un élément souple, et ça a beaucoup de mal à passer d'un élément souple à un élément rigide. Donc en fait, les vibrations qui sont transmises en profondeur dans le sol vont avoir tendance à s'épandre dans tout le volume, donc elles vont s'atténuer dans un volume, alors que les vibrations qui sont émises en surface, où on a souvent les sols meubles, elles restent en surface, parce qu'elles sont bloquées par des systèmes, c'est les flèches que vous voyez là au niveau de 2C, elles se réfléchissent à l'interface de la zone dure, de la zone rigide au fond, et en fait ces vibrations vont rester sur la surface, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des ondes de surface. Alors si vous regardez sur internet, on vous parlera d'ondes de Rayleigh ou d'ondes de Love, c'est un joli nom, mais ce n'est pas des vibrations très peu nocives. Donc en fait la réponse de sol va vraiment dépendre de la nature de ce sol. Et puis ensuite, donc, ces vibrations vont arriver sur les structures par leur contact avec le sol, donc c'est la fondation, mais c'est aussi les murs enterrés si vous avez un sous-sol. Donc là aussi, il va se passer des phénomènes qui vont dépendre en fait du gradient d'élasticité entre la construction et le sol support. Si vous avez une maison rigide sur un sol rigide, toutes les vibrations vont passer dans la maison. Si vous avez une maison rigide sur un sol mou, une grande partie des vibrations vont être réfléchies et repartir dans le sol. Donc en fait, chaque interface sol-structure va avoir sa propre réponse vibratoire. Et puis enfin, ces vibrations, elles vont aller se propager dans la structure en fonction, là encore une fois, des contrastes d'élasticité. Et là, on rentre dans un domaine qui est encore plus variable, puisque, heureusement d'ailleurs, c'est normal, vous avez dans une maison des éléments porteurs qui sont rigides, vous avez des planchers qui, a priori, sont plutôt souples, mécaniquement, ils sont prévus pour ça, vous avez des meubles, vous avez des étagères vissées dans des murs, vous avez tout un tas d'éléments qui a sa propre réponse aux vibrations. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que les caractéristiques des vibrations varient de façon très importante au sein des constructions, ce qui signifie que vouloir faire une étude générale à l'échelle d'un projet de vibration, ça voudrait presque dire, pour que l'étude ait un minimum de fiabilité, qu'il faudrait faire des mesures dans toutes les maisons, à tous les étages et à tous les niveaux. Or, quand on regarde le nombre de plaintes qu'on peut avoir en retour liées à des problèmes de vibration pour des circulations ferroviaires et qu'on compare au nombre de plaintes qu'on a pour le bruit, on se rend compte que les vibrations sont une nuisance, je dirais, qui est, je ne vais pas dire à la marge, mais presque par rapport au bruit. Donc aujourd'hui, ces problèmes de vibration, on les traite comment ? Généralement, on les traite de manière individuelle. On va traiter les plaintes, mais on ne fait pas d'études systématiques dans le domaine des vibrations. Alors ces vibrations qui affectent une maison, elles sont de 3 types. Et je crois que ça, c'est fondamental aussi à différencier. Il y a les vibrations qui affectent l'ensemble de la construction, qu'on doit mesurer sur les murs porteurs. Alors ça, c'est les vibrations qui sont susceptibles d'endommager la structure. Généralement, c'est des vibrations à basse fréquence, puisqu'en fait, il faut qu'elles soient proches des fréquences propres des murs, qui sont, grosso modo, entre 5 et 15 Hz.
Vous avez ensuite des vibrations qui n'affectent qu'un élément élastique de la structure. C'est le cas typique, ça, des vibrations des planchers. Les gens ressentent le plancher vibrer, mais le reste de la maison ne vibre pas. C'est le plancher qui amplifie les vibrations. Ou, autre cas, l'émission de bruit créée par les vibrations à l'intérieur d'un bâtiment, c'est ce qu'on appelle des bruits solidiens ou les bruits induits. Quand vous mettez en vibration en fait les murs d'une maison, ça peut répondre en faisant du bruit. C'est le principe de fonctionnement d'ailleurs de la plupart des instruments de musique. Quand vous faites vibrer une corde de guitare, vous émettez un bruit parce que le bruit en fait est amplifié par la structure qui est la caisse de la guitare. Il se passe exactement la même chose en matière de bruit. On peut avoir des phénomènes de bruit créés par rayonnement en fait des murs. Et puis troisième type, alors ça c'est une source potentielle de gêne puisque ça devient du bruit. Donc ce bruit rayonné, c'est du bruit, c'est de la gêne. Et puis un troisième type de vibration qui va provoquer la mise en vibration d'un objet. Alors ça c'est la vitre, c'est un lustre qui oscille, c'est une vitre qui vibre. Ou du contenu d'un objet, c'est le verre posé sur la table avec sur la table une ondulation qui apparaît à la surface du liquide sur le verre. Alors là, typiquement, on est dans le cadre de phénomènes qui sont des sources d'inquiétude, parce que personnellement, je fais la différence entre la gêne et l'inquiétude, parce qu'en fait, c'est pas le fait que l'eau bouge sur le verre qui devient une gêne. Le fait de voir l'eau bouger sur le verre, ça donne l'impression que toute la maison bouge, et on est inquiet par rapport à l'avenir de sa maison, alors qu'en réalité, ça peut très bien être simplement la table sur laquelle est posé le verre qui bouge pour un problème de fréquence propre, alors que la maison elle-même, les vibrations sont très faibles. Donc ça, je vais vous l'illustrer avec un exemple en fait de 4 mesures qui ont été faites sur une même maison, qui a 4,30 m en fait alors là, c'est un tramway. C'est pas une voie ferrée, mais en fait, la problématique est à peu près la même. Elle est même pire pour un tramway, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce qui protégeait beaucoup des vibrations ferroviaires, c'était le ballast. La particularité du tramway, c'est d'être sur support rigide et de ne pas avoir de ballast. Donc en fait, en termes de vibrations, on a des transmissions sur les tramways, notamment de vibrations à haute fréquence, qui sont beaucoup plus marquées. Tout à l'heure, vous m'avez dit, je crois que le bruit n'était pas une science exacte. Les vibrations, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait encore une science. Donc, on a encore des progrès à faire. Donc, et ce que vous voyez, donc ça, c'est à gauche. Et ce que vous avez à droite de chaque courbe, en fait, c'est la décomposition du signal en fonction de ses fréquences par un opérateur qui s'appelle la transformée de Fourier. Mais en fait, on analyse le contenu fréquentiel des signaux et on regarde comment les fréquences évoluent d'un point de mesure à un autre. Donc ce que vous voyez là, par exemple, c'est la mesure d'un tramway. Vous voyez qu'à 1,50 m du rail, on a des vitesses de vibration d'1,7 mm par seconde. À 4,30 m sur la fondation, on aura 0,12 mm par seconde. Si vous regardez les courbes de fréquence, vous vous rendez compte qu'elles se sont concentrées, notamment sur la voie du haut qui est la voie verticale. Les spectres sont très larges à côté du rail. Quand on arrive sur la fondation, on voit qu'il y a une fréquence qui commence à ressortir, qui voisine de 15 Hz, parce que le terrain a filtré et toutes ces hautes fréquences sont disparues dans 3 mètres de propagation dans le sol. Donc ensuite, cette vibration, on l'a mesurée sur un appui de la fenêtre du premier étage. On atteint un niveau de 1,09 mm par seconde. C'est-à-dire que sur la fenêtre du premier étage, on a pratiquement 10 fois plus de vibrations que sur la fondation. Et on a à peu près le même niveau de vibration qu'à 1,50 m du rail au niveau du train. Par contre, on avait un capteur qui était posé au milieu de la dalle en béton du premier étage. Et là, on a un niveau de 0,25 mm par seconde. Donc le quart de ce qu'on a sur le mur porteur. Le double de ce qu'on a sur la fondation, et ainsi de suite. On peut pendant longtemps faire ces calculs pour se rendre compte qu'en fait, quand on fait des mesures de vibration, donc ce qu'on caractérise, c'est la vibration d'un point. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de faire des modèles à l'échelle d'une voie ferrée pour qualifier en fait et venir évaluer des niveaux de vibration, surtout à l'horizon 2040. Là, ça devient très compliqué. Alors ces vibrations, elles ont une autre particularité par rapport au bruit, c'est que si elles restent très élevées, elles risquent d'endommager les structures, alors qu'en bruit, on ne parle pas de dommage aux structures. Donc ce risque d'endommager les structures, en fait, vis-à-vis des vibrations ferroviaires, ça ne concerne que les constructions distantes de quelques mètres de la voie ferrée. Alors ça, je vous demande de me croire sur parole. C'est issu d'un certain nombre de mesures quand même qui ont été réalisées depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on considère qu'à des distances supérieures à 30 mètres,
le risque d'endommager une structure sous l'effet des vibrations ferroviaires est quasiment négligeable. Alors c'est des études qui ont été menées sur des circulations, notamment dans le cadre des lignes TGV, donc y compris sur des circulations à 320 km/h. Alors ça c'est une valeur moyenne, il reste que le sol support fait qu'on peut trouver des configurations de terrain où ces vibrations peuvent être nocives et risquer d'endommager les structures à plus grande distance. Et puis on n'est jamais à l'abri d'une vibration qui peut solliciter une structure à sa fréquence propre, et à ce moment-là avoir la structure qui amplifie. Alors pourquoi peu de vibrations? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la différence du bruit qui ne gêne pas du tout la signalisation ferroviaire ni les supports caténaires, la première victime des vibrations du train qui passe, c'est la voie ferrée elle-même. Si le passage des trains génère trop de vibrations, c'est la voie ferrée elle-même qui est endommagée, ses ouvrages, ses installations. Il faut savoir que quand on génère des vibrations par d'un chantier à moins de 50 mètres d'une voie ferrée, RFF et la SNCF nous demandent de faire des mesures de vibration pour protéger l'infrastructure ferroviaire des vibrations des chantiers extérieurs. Donc en fait, l'infrastructure ferroviaire, elle est sensible aux vibrations au même titre que n'importe quelle autre construction, et en plus, elle est très près de la voie ferrée par définition, donc elle est très près de la source ferroviaire. Et en fait, l'élément qui protège essentiellement aujourd'hui la voie ferrée et les infrastructures qui sont autour, c'est le ballast. Le ballast est un filtre à vibration important, sachant qu'aujourd'hui, on veut passer à des voies non ballastées et que en termes de vibration, il y a des problèmes à régler pour éviter que ces voies non ballastées ne génèrent trop de vibrations, y compris pour l'infrastructure d'ailleurs. Alors les dommages susceptibles de se produire sont généralement superficiels et concernent des fissurations d'enduits ou de plâtres et des extensions de fissures existantes dans les plâtres. Alors ça, c'est les premiers dommages. En fait, il faut savoir que quand on endommage une structure par des vibrations, l'endommagement est graduel. On ne va pas commencer par casser le mur porteur pour après fissurer les plâtres. Quand on sollicite une structure en vibration, elle va casser sur ses points faibles. On va d'abord solliciter les enduits et les plâtres et les zones de fissuration existantes. Et puis progressivement, si les vibrations augmentent, on verra les dommages augmenter sur la construction. Alors par contre, ces vibrations ont un deuxième effet. Elles peuvent agir comme un facteur secondaire qui accélère l'évolution de dommages provoqués par un autre phénomène. C'est certain que si vous avez une maison qui est fissurée pour un problème de retrait-gonflement du sol, et que cette maison, vous la faites vibrer, l'apparition des dommages sur la construction va être accélérée. Par contre, l'origine des dommages, ce ne sera pas la circulation ferroviaire, ce sera le retrait-gonflement du sol. Donc là, on rentre dans une autre problématique de savoir qui est responsable de quoi, mais il faut savoir que cet effet accélérateur, il existe, sachant quand même que le principal effet qui endommage les structures, c'est les chocs thermiques, c'est l'alternance de l'été et de l'hiver, et qu'en fait les constructions, elles sont comme nous, elles vieillissent, et qu'en fait, en réalité, toutes les constructions sont fissurées avec ou sans vibration, et que toute construction, je dirais, elle est comme nous, elle est appelée à disparaître un jour. Simplement, on souhaite que nos maisons durent un peu plus longtemps que nous. Mais, une maison, ça évolue avec ou sans vibration. Alors il faut savoir par rapport à ce risque de dommage, il existe un mode opératoire de mesure de ces vibrations et des valeurs limites reconnues qui permettent de caractériser ce risque et de le maîtriser. Alors je n'ai pas mis des valeurs réglementaires parce qu'elles ne sont pas réglementaires, c'est des valeurs qui sont reconnues, je dirais, par la communauté scientifique et puis a posteriori par les tribunaux qui les appliquent en cas de contentieux. Donc ces valeurs, on va les voir sur la diapositive suivante. En fait, c'est des valeurs qui sont extraites d'une circulaire du ministre de l'Environnement du 23 juillet 1986 et qui concerne les installations classées, donc les industries classées au titre de la protection de l'environnement, type Céveso2, qui produisent des vibrations par rapport à leurs riverains. Mais comme ce texte existe, qu'il est le seul existant en France traitant des vibrations, en fait, aujourd'hui, tout le monde l'applique, que ce soit les bureaux d'études qui font des études de vibration, que ce soit les tribunaux quand ils sont, je dirais, face à un problème de vibration, c'est ces valeurs qui sont appliquées, et c'est donc ces valeurs qui sont appliquées aussi aujourd'hui dans toutes les études prédictives qu'on peut faire, puisque de fait, c'est les seules qui existent en France. Alors ces valeurs, vous voyez tout de suite qu'elles dépendent des fréquences. Vous avez la fréquence en abscisse, et en ordonnée, vous avez la vitesse de vibration. On distingue trois types de constructions, des constructions résistantes, sensibles et très sensibles, et puis vous avez des niveaux de vibration qui vont en croissant. Plus la fréquence est élevée, plus la valeur limite est élevée, plus la construction est résistante, plus la valeur limite est élevée. Alors le risque de gêne, là j'aurais tendance à dire que je ne vais pas vous parler de valeur limite, parce que pour tout vous dire, il n'en existe pas.
Aujourd'hui, dans le domaine des vibrations, il n'y a pas de réglementation, mais il n'y a pas de circulaire pour les installations classées non plus. Donc, il n'existe pas de valeur réglementaire de gêne associée aux vibrations, simplement parce que pour pouvoir caractériser cette gêne, il faudrait déjà savoir où on la mesure. Est-ce qu'on la mesure sur la fondation? Est-ce qu'on la mesure en haut du mur? Est-ce qu'on la mesure au milieu du plancher? Est-ce qu'on la mesure sur la chaise où se trouve la personne qui est gênée? La question est posée. Et les niveaux peuvent être très variables en fonction de l'endroit où on va mesurer. Donc le risque d'occasionner une gêne lors du passage des trains concerne une bande de quelques dizaines de mètres de la voie, mais est très complexe à évaluer, donc, car elle dépend de la réponse propre de la partie de la construction ou du mobilier en contact avec chaque personne. Une personne ne perçoit pas les vibrations de la même manière si elle est debout, assise ou couchée. Une personne, on a vu dans certaines constructions, par exemple, 3 personnes à l'intérieur d'un bâtiment. Une personne a ressenti fortement les vibrations, la deuxième les a sentis faiblement, et la troisième n'a rien senti du tout, alors qu'ils étaient dans la même construction. Simplement, l'une était au rez-de-chaussée, elle a senti moyennement, la deuxième était au premier étage, elle a senti fortement, la troisième était en train de descendre l'escalier, elle créait elle-même tellement de vibrations en marchant dans l'escalier que de toute façon, les vibrations qui sont arrivées d'une source extérieure, elles sont passées totalement inaperçues. Alors, de l'existence de l'activité de la personne lors du passage du train, on ne va pas mais ça c'est pareil pour le bruit, donc on a une notion là de période de repos et de période d'activité également, donc on peut imaginer que des mesures de vibration, elles devraient aussi dépendre de la période de la journée, en termes de gêne, de l'existence d'autres nuisances simultanées, et là c'est flagrant pour les circulations ferroviaires. Je pense que si on supprimait totalement le bruit du train, on peut en rêver, hein, on aurait beaucoup plus de plaintes pour les vibrations. Parce qu'en fait, c'est le bruit du train qui masque l'effet des vibrations, parce que c'est une nuisance qui est beaucoup plus importante en termes de ressenti par les personnes. Et puis de l'effet d'accoutumance au passage des trains, qui s'accompagne généralement d'une diminution de la sensation de gêne, mais parfois d'une augmentation de ce sentiment, et là ça dépend énormément des individus. Il y a des gens qui s'habituent au passage des trains et qui ne sentent plus les vibrations, de la même manière d'ailleurs qu'ils n'entendent plus le bruit. Et puis il y a d'autres personnes qui vont réagir au contraire de manière inverse. Le fait de sentir ces vibrations va devenir obsessionnel et la moindre vibration va devenir vraiment une agression. Alors par rapport à ces mesures, il existe des modes opératoires qui permettent de caractériser les vibrations vis-à-vis de la gêne avec des armées de capteurs qu'on vient mettre à l'intérieur des bâtiments. Mais de toute façon aujourd'hui il n'y a pas de valeur limite réglementaire ou de valeur limite reconnue unanimement. Donc en fait, encore une fois, comment on traite les problèmes? Au cas par cas. Ces problèmes on les traite en traitant les plaintes au fur et à mesure qu'elles se présentent. Alors demain peut-être qu'on saura faire des modèles, mais malheureusement à la date d'aujourd'hui et peut-être même en 2040 on ne sera toujours pas capable de faire des modèles fiables en matière de vibration. Par contre aujourd'hui on sait les mesurer et les étudier. Voilà. La dernière, il doit y avoir écrit fin. Voilà. Je vous remercie.